Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Vespéral Kinshasa Direct. 48 heures après le discours de Félix Tshisekedi, le langue continue de se délier, c'est commenté de toutes parts. C'était la 5e fois que Félix Tshisekedi se présente à la tribune des Nations Unies, donc la dernière fois pour ce premier mandat. Toutes les thématiques abordées font parler l'opinion. Nous allons commenter cela tour à tour avec un député national et un secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques d'un parti politique dans ce Kinshasa Direct. Il s'agit tout d'abord du député national Alphonse Ngoï Kassanji, que vous connaissez certainement. Avec lui, l'on prendra le volet de ce que le président de la République a dit en général, une manière générique de répondre à différentes questions de bout en bout. Et avec M. Évariste Kalala, nous allons aborder spécialement le point sur les M23. Félix Tshisekedi veut s'en débarrasser, mais comment va-t-il procéder? C'est à suivre dans ce numéro de Kinshasa Direct. Mais bien avant, nous allons avoir la minute de l'information, plutôt les grandes lignes du journal qui sera présenté ce soir par Amina Bayombo. Et cet exercice sera fait avec brio par Nathan, qui est déjà de l'autre côté, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher Ochokoum, merci. Bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe a pris en délibéré la requête de remise en liberté provisoire de Stanis Boujakera, directeur des publications adjoint d'actualité.cd et correspondant de Jeune Afrique et Reuters. C'est à l'issue d'une audience en appel ce vendredi 22 septembre à la prison de Makala où est détenu ces derniers. Des interrogations entourent l'organisation de l'épreuve d'examen d'État session 2022-2023. Après ce que l'on s'est imaginé comme la fin de la publication des résultats, d'autres finalistes à travers le pays ont célébré il y a quelques heures des cas de réussite. Parmi eux, des concurrents ayant échoué lors de la première proclamation. Nous avons joint différentes parties concernées pour voir clair sur ces dossiers. Et puis enfin, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024, les Léopards s'y sont imposés ce vendredi face aux Guépards du Bénin sur le score des 2-1. Le Fauve congolais ont pris un léger avantage pour la qualification au prochain tour et devront valider leur ticket à Cotonou lors de la manche retour. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochokoum et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Avant de prendre notre tout premier dossier, je m'en réfère à la régie.
l'actualité dans la totalité. Ici, à notre merveilleuse chaîne, Jean-Marie, vous êtes le meilleur journaliste de la génération. L'école doit les reconnaître. Jean-Marie, vous êtes un bon formé en France, travaillé en France, vous parlez mieux français que vous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous vous avons, nous, élus, meilleurs journalistes de votre génération, parce que vous faites la fierté d'autres pays. Je ne vous flatte pas. Ce sont des faits qui sont aujourd'hui devenus une constance. Les gens disent qu'il faut passer chez Jean-Marie pour être entendu, parce que vous avez des questions intelligentes. Et voilà même comment les gens vous suivent de Libreville. De retour sur ce plateau avec notre tout premier invité, avec qui on va justement décrypter le discours du président de la République. Comme je l'avais annoncé tout à l'heure, il s'agit du député national Alphonse Ngoï Kassangi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Gaëtan. C'est Christopher. Merci. C'est Christopher qui remplace Gaëtan. Donc je suis à la place de Gaëtan tout justement, qui devrait être là ce soir. Alors,
Dites-nous, vous avez suivi, il y a 48 heures, le discours du président de la République, Félix Tshisekedi, du haut de la 78e tribune des Nations Unies à New York. Personnellement, vous, en tant qu'élu, quel parti ou quel message vous a le plus marqué? Bien, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est montré vraiment un véritable panafricaniste. Hein. Donc, il n'a pas parlé simplement de son pays, la République démocratique du Congo, mais il a évoqué les questions qui préoccupent l'Afrique tout entière. Il a parlé du Zimbabwe qui est sous sanctions, qu'il faut demander, plaider pour qu'on lève les sanctions. Il a parlé du terrorisme qui sévit au Mozambique. Donc, il a parlé de l'Afrique. Donc, il aime l'Afrique, il est un panafricaniste. Au-delà de ça, sa fermeté pour ne pas négocier avec les marionnettes, ceux qui sont utilisés par le Rwanda, comme on le sait, dans la moindre mesure, l'Ouganda. Donc, il a été ferme pour dire pas question de négocier avec le M23. Et dans l'entretemps, nous utilisons toujours ce qu'on a fait, donc la diplomatie, mais aussi nous nous préparons. Nous sommes en train de nous préparer pour gagner la victoire haut la main avec notre armée. Donc, au-delà de la diplomatie. Il a également demandé à ce que la MONUSCO parte. Donc, c'est une mission qui existe dans notre pays depuis plusieurs années, mais dont on ne voit pas. Mais une mission de maintien de la paix. Mais le pays est-il en paix totalement? Et quel est le véritable rôle de la MONUSCO dans notre pays? Pour gagner différentes guerres, on est obligé de faire recours aux pays voisins, et ainsi de suite. Alors que la MONUSCO est là. Et elle joue quel rôle? Pourquoi il doit demeurer dans notre pays? Sa mission se prolonge. Et c'est une mission coûteuse. Si cet argent, on pouvait aider notre armée, ceux qui contribuent à son maintien ici, au maintien de la MONUSCO, si on pouvait simplement aider le pays à réformer son armée, vous imaginez quelle armée on aurait. Donc, il a demandé à partir de 2023 jusqu'en 2024, il a fixé les timings. Monsieur le député national, que pensez-vous, que répondez-vous aux gens qui disent que c'est un discours bis encore, une répétition? Parce qu'il avait déjà dit ça l'année passée, l'année d'avant. Depuis 2019, d'ailleurs, la MONUSCO, le départ est réclamé depuis Joseph Kabila, mais rien n'échange. Il a parlé de la situation d'agression, mais ça n'a toujours pas changé. Est-ce que chaque année, Félix Tshisekedi va se rendre à l'ONU et parler de la même situation, du copier-coller, sans que ça ne change? À part peut-être la partie panafricaine, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'il a réélu le même discours. Mais bon, chaque année... on n'a pas vu ce qu'on a vu, la démonstration de force des commandos ici à Kinshasa. C'est-à-dire que, en silence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo se prépare. Donc il est en train de se préparer à faire quelque chose. Donc il ne parle pas pour parler. Par exemple, pour la MONUSCO, on a vu, il a fixé les timings de 2023 à 2024, fin du match. Donc, encore faudra-t-il que cette communauté internationale ne nous impose pas une mission qui ne nous est pas utile. Parce que le peuple n'en veut pas. Donc quand le peuple n'en veut pas, pourquoi il se maintient par la force? Sommes-nous sous occupation ou quoi? Par une autre force étrangère? Donc si le chef de l'État s'exprime du haut des Nations Unies, c'est l'endroit par excellence où il doit s'exprimer. Mais il y a les paramètres qui jouent pour le maintien de cette mission ici. Il faut ôter ces paramètres. Sinon, écoutez, le peuple qui a suivi son chef parler pourra se prendre en charge. Ça, c'est dangereux parce que, après, la dernière fois que le peuple s'est pris en charge, il y a eu des morts dans l'est du pays. Non. La dernière fois que le peuple s'est pris en charge pour réclamer notamment le départ de la MONUSCO, il y a eu des morts, notamment des victimes des balles de la MONUSCO sur le territoire congolais.
Alors c'est dangereux d'envoyer le peuple au front comme ça. Alors pourquoi elle se maintient par la force? Donc les chefs s'est exprimé, le peuple s'est exprimé, il n'a qu'à plier bagage. Est-ce que le départ de la MONUSCO égale à la solution de la sécurité dans l'Est du pays, à votre avis? Écoutez, pas nécessairement. Mais bon, si vous voyez, on attrape un camion, vous voyez, les camions de la MONUSCO se renversent, il y a les minéraux dedans. Ça dérange. Ça dérange. Donc, ça a perdu toute crédibilité. Et donc, je ne peux pas comprendre comment on doit entretenir ça, si la communauté internationale doit entretenir cela. Et donc, le peuple s'exprime, les chefs s'expriment, fixent le timing, il faut que la mission parte. Honnêtement, à moins qu'il y ait autre chose, à moins qu'on dise non, le Congo n'est pas un pays libre, la RDC n'est pas un pays libre, c'est un pays encore occupé, ou bien colonisé. Non, nous sommes libres. Mais sur le plan sécuritaire seulement, parce qu'on est en train de parler de sécurité, est-ce que vous vous souvenez quand même de ces phrases du président de la République disant que s'il n'arrivait pas à résoudre ce problème de sécurité, lui, il considérera son mandat, son tout premier mandat, comme un échec? Vous l'avez entendu vous-même. Et là, on est à quelques jours de la fin de ce premier mandat. Comment vous percevez cela? Est-ce qu'il n'a qu'un seul mandat? Non, il a dit de ce premier mandat. En tout cas, je crois qu'on a encore la 4-7. Il a fait une promesse pour ce mandat. Il a dit qu'il avait déjà la solution à des problèmes. Il a cité la famine, il a cité la sécurité. À l'époque, quand il avait promis d'ailleurs d'installer son QG à Goma, ce qui a été une promesse ténue parce qu'il est parti là-bas, il a même fêté là-bas. Mais ça n'a toujours pas résolu le problème. Aujourd'hui, on a des territoires occupés et ça aussi, ça devrait vous déranger. Monsieur Christopher, la situation du Nord Kivu, de l'Est de notre pays, est-ce qu'elle date d'aujourd'hui? Elle ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un début de solution à cette crise? Ah, vous pensez quand même? Bien sûr. C'est quoi ce début de solution? Parce que l'allure où cette soi-disant rébellion dont vous parlez, cette soi-disant cette agression, pour bien le dire, venait, c'est-à-dire qu'à ce jour, on aurait déjà pris Goma. On serait déjà au-delà de Goma. Mais pourquoi on a l'impression que Goma est plus important que Bunagana, que Goma est plus important que tous les autres? Parce que j'ai suivi le gouvernement affirmer qu'on perdait des millions de dollars par semaine ou par mois juste à cause de ce poste frontalier-là. Sans compter les Congolais qui vivent dans les camps des réfugiés maintenant depuis plus d'une année. Ils ne vont pas à l'école, n'ont pas pu se faire enrôler, dorment sous la pluie, à même les sols. C'est aussi des Congolais, c'est pas qu'à Goma. Je vais vous donner un exemple clair. À un moment donné, on a défait les M23. Joseph Kabila. 2012, c'est ça? 2012. Mais après combien de temps? Où il y avait M23, ceci, cela, cette agression. Après combien de temps? Bon, aujourd'hui, nous parlons d'une année et quelques, où l'agression est stoppée, mais maintenant, il y a les mécanismes de bouter, de retourner l'agression d'où elle est venue. C'est ce qui se fait maintenant. Donc, ça ne pouvait pas se faire en un jour. Au moins, il y a une solution où on a stoppé net. Par les mécanismes de la diplomatie, ainsi de suite. Pendant que nous parlons ici, il y a les jeunes gens qui se battent. Hein? Il y a des jeunes gens qui se battent contre cette agression, les agresseurs. Les autodéfenses, les enfants du pays se battent. Ce n'est pas l'armée. Bon, nous n'encourageons pas ça, mais au moins... Parce qu'aucun Congolais ne supporte que son territoire soit occupé. Personne ne supporte. Donc, il y a quelque part, comme je l'ai dit, un début de solution. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas resté naïf, il n'est pas resté indifférent face à cela. Il essaye de trouver des solutions et les solutions sont en cours. Donc par début des solutions, vous entendez cette dénonciation à haute voix désormais, comment on cite l'agresseur, la réorganisation de l'armée, vous avez parlé des commandos tout à l'heure qu'on a vu à Kinshasa, et quoi d'autre?
l'armée se réorganise, pas simplement à Kinshasa, même au front. Il y a les commandos qui prennent les choses en main. Il y a l'armement lui-même. Donc il faut armer. Donc il faut que notre armée soit vraiment une armée moderne et dotée du matériel. Ça s'est fait. En silence, on ne crie pas sous les toits. Mais c'est un travail qui est en train de se faire. Au niveau de la diplomatie, vous voyez les déploiements de forces des pays de l'Afrique de l'Est. Il y a les tractations avec les pays de l'Afrique australe. Tout ceci, c'est pour trouver des solutions définitives. Parce qu'on ne veut plus de négociations. Plus question de négocier avec les gens utilisés par nos agresseurs pour dire qu'ils deviennent Congolais. Alors que les mêmes personnes-là, quand ils se retrouvent au Rwanda, ils sont Rwandais. Donc on ne peut pas accepter ça. On doit mettre fin à cette pratique-là qui déstabilise nos institutions. Parce que vous allez retrouver les mêmes personnes qui nous infiltrent, qui infiltrent nos institutions. Ça, il n'en veut pas. Donc il veut trouver une solution définitive pour qu'on ne parle plus de l'agression. Maintenant, la victoire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est encore au niveau diplomatique. La sanction que les États-Unis viennent d'infliger au Rwanda, c'est aussi un succès diplomatique. Moi, j'ai cru lire que ça avait plutôt un lien avec le fait que le Rwanda utilisait les enfants. Est-ce que la RDC a vraiment joué un rôle ou bien c'est les États-Unis qui ont observé de leur côté seulement? Vous savez, c'est une tactique. Il y a des choses qui se font que peut-être vous ignorez. La manière de communiquer, que la RDC communique maintenant. Bon, je dois féliciter le ministre de la Communication, Mouyaya, donc pour ce qu'il est en train de faire. C'est entre autres ces choses-là. On communique, on donne les informations qui aboutissent par les sanctions, comme on vient de les vivre aujourd'hui. Donc c'est un succès diplomatique. Cela démontre que quelque part, il y a un travail qui se fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo travaille là-dessus. Donc, et nous verrons des solutions définitives. On ne veut pas des solutions partielles. Pour qu'un jour qu'on revive la même situation. Il faut commencer par frapper là où ça vient. D'où ça vient? Ça vient d'où? Là, ce pays-là, l'affaiblir. Qu'il n'ait pas la force de nous attaquer. Donc quand on l'affaiblit, c'est fini. Le reste, il va automatiquement. Ça va automatiquement. Ça, c'est bien. Il n'a pas parlé que sécurité. Félix Tshisekedi en a profité pour parler également élection. Parce qu'on est en 2023 et on connaît tous le rendez-vous de décembre. Je vous vois souvent dans les images, vous préparez. Je vous souhaite bonne chance en passant. Félix Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies, signe et persiste qu'il y aura élection le 20 décembre. Mais Alphonse Ngoï Kassanji, il y a des parties prenantes. Il y a des partis qui devraient prendre part à ces processus, des noms importants de la politique qui ne sont toujours pas d'accord jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va aller à ces élections sans inclusivité? Monsieur Christopher, est-ce qu'il y a... la démocratie, c'est l'unanimité. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité. Il faut que quelque part, il y ait aussi les gens qui s'opposent à ce qui se fait. Prenons l'exemple des États-Unis. S'opposer dans les jeux, quand les jeux est bien organisé, on s'oppose dedans. Mais les jeux, les grands exemples des grandes démocraties, la démocratie occidentale, on en parle, les États-Unis. Jusqu'aujourd'hui, Donald Trump accepte les résultats. Le procès là, qui est en cours contre Donald Trump, il dit quoi? Il dit qu'on veut l'écarter des élections. Bien, si le processus électoral est ouvert pour tout le monde, pour tout acteur politique, vous dites que non, c'est une fraude qui est organisée avant. On vous démontre, le président de la CENI démontre qu'il faut préparer dès maintenant les témoins. Et la loi électorale est claire. Cette fois-ci, on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote. Cela voudrait dire que quand vous avez les témoins dans tous les bureaux de vote, à la fin des élections, donc à la fin de la journée,
quand la CENI clôture, il contresigne le PV des résultats. On affiche ces PV-là. Ce sont ces résultats qui sont publiés. Le témoin en a. Il a les résultats. Donc, par où vous allez parler, vous allez dire que vous avez, il y a tricherie. Et au-delà de ça, vous vous dites majoritaire. Vous dites que vous êtes majoritaire, ou le fichier n'a pas été checké par les indépendants ou tout ça. Sommes-nous quand même un pays indépendant? Oui, on l'est. Mais si vous avez plus de gens, plus de monde que Félix, amenez tout ce monde-là s'enrôler. Vous refusez qu'il s'enrôle. Vous criez à la tricherie organisée d'avance. C'est que vous n'avez pas ce peuple-là. Si vous avez ce peuple-là majoritaire, cela voudrait dire qu'en allant se faire enrôler, ils seront plus nombreux. En déployant vos témoins dans les bureaux de vote, vous aurez les résultats avant même que la CENI ne les ait publiés. Là, vous parlez en fait déjà du processus en marche. Alors qu'il y a, et pas n'importe qui, des hommes d'église qui disent que les prémices déjà ont été faussées. La désignation des membres du bureau, que ce soit le président ou encore l'opposition, qui dit jusqu'à aujourd'hui ne pas avoir envoyé des représentants au sein du bureau. Bon, vous êtes aujourd'hui de l'Union sacrée, mais est-ce qu'ils n'ont pas un tout petit peu raison? Bon, écoutez, est-ce que c'est toute l'Église qui dit ça? Est-ce que c'est toute l'Église qui dit ça? Quand vous dites l'Église, c'est comme si toute l'Église a dit ça. Même au sein de l'Église catholique, est-ce qu'il y a l'unanimité? Non. Moi, je viens de Mbuji-Mayi. Hein? J'ai vu un membre de la conférence épiscopale parler du président, soutenir le processus électoral. Il n'est pas seul, ils étaient nombreux. Donc, ce n'est pas toute l'Église. Il y a quelques têtes dans l'Église qui disent ça. Donc, d'abord, au départ, au sein de l'Église, il n'a pas l'unanimité. Donc, l'Église est partagée. C'est tout à fait normal. Hein? Donc, il y a eu jadis l'UDPS qui n'a pas voulu participer aux différents processus. C'est devenu l'exemple type en ce moment. Or, ça a été souvent dénoncé. Hein. Ça a été dénoncé. Alors, jusqu'à aujourd'hui, l'UDPS remet en cause ces élections. Donc, des élections qui vont aussi avoir lieu seront remises en cause. Vous êtes d'accord? Bien. Comme je vous ai donné l'exemple, aux États-Unis, la grande démocratie, vous avez Donald Trump qui remet en cause les résultats jusqu'à aujourd'hui. C'est normal. Ça ne manque pas. Donc, c'est tout à fait normal. On n'aura pas l'unanimité dans la démocratie. La démocratie n'est pas l'unanimité. Il faut qu'il y ait toujours quelque part des voix qui s'élèvent contre ce qui se fait, ainsi de suite. Bon, ça aide aussi à améliorer. C'est pas mal. Vous parliez tout à l'heure de l'Église catholique. Vous dites qu'il y a peut-être une personne isolée à Mbuji-Mayi qui n'est pas ou qui soutient le processus électoral, contrairement à ceux qui ont l'habitude de prendre la parole le plus souvent. Je vais citer notamment Monseigneur Donatien Cholet, qui dit que si on va aux élections avec la configuration actuelle, eh bien les lendemains, ça va être la catastrophe. Mon frère, écoutez, le Monseigneur Cholet, il n'est pas l'Église. C'est le porte-parole. Donc, il n'est pas l'Église. Nous étions, je vous dis, en Mbuji-Mayi, là, d'où je viens, parce que je viens des vacances parlementaires, j'ai vu les évêques, qui ne sont pas seulement du Grand Kasaï, qui ont porté leur voix pour soutenir le processus électoral. Donc, Monseigneur Cholet, bon, éventuellement, bon, avec le cardinal, bon, il y a certaines têtes de l'Église dont on connaît leur position. Leurs positions sont connues d'avance. Qui ils soutiennent, on connaît. Donc, mais dans l'entretemps... Vous le dites aujourd'hui, hier, vous le disiez pour Félix Tshisekedi aussi. On a dit que l'Église soutenait Félix Tshisekedi ou l'Église soutenait Martin Fayulu. Ou aujourd'hui, je ne sais pas, l'Église soutient qui exactement, enfin l'opposition, la personne qui est dans l'opposition. Est-ce que c'est ça la position de l'Église, soutenir l'opposition? Monsieur Christopher, j'aimerais que vous puissiez
quand même établir une différence entre l'Église et certaines têtes de l'Église. Parce que... Mais l'Église a des responsables. L'Église a des gens qui doivent porter la voix de l'Église. Bon, est-ce que vous savez que c'est lui qui dirige, par exemple, qui dirige la conférence épiscopale? Ce n'est pas le cardinal. Non, pas du tout. Ce n'est pas le cardinal. Alors, il y a le président de la conférence épiscopale. Il était en Bujumaï. Parmi ceux qui ont soutenu le procès électoral. Bon, je vous dis tout simplement qu'il était en Bujumaï. Il a soutenu. Bien. Vu que vous étiez là aussi, peut-être pour nous donner une information en exclusivité. Je ne veux pas dire des choses, ou bien je ne veux pas diviser l'Église, mais je vous dis tout simplement qu'il n'y a pas l'unanimité dans les positions que prennent certaines têtes de l'Église catholique. Ce n'est pas tout le monde. Et ce ne sont pas tous les croyants qui soutiennent cela. Il y a plusieurs catholiques qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est dit. On reparlera des élections. On fait une petite parenthèse là, juste. En tout cas, c'est avec ça qu'on va chuter. Parce que je vais rester dans l'optique du discours. Il y a aussi le volet justice quand même. On dit, en tout cas, j'y rapporte ce que les opposants ont encore le courage de dire, du moins pour ceux qui continuent de parler, que Félix Tshisekedi est en train d'entretenir une dictature. Il enferme ses opposants politiques ou les déstabilise, il crée des dossiers, envoie les gens en prison, y compris même des journalistes. On a un confrère en ce moment en difficulté. Bon, j'ai suivi, je suis en train de suivre ça. Je suis le chef de l'État qui dit qu'il ne veut pas s'ingérer dans les affaires judiciaires qui sont en cours de traitement. Il laisse faire, que la justice fasse son travail. Mais s'il s'avère qu'il y a certaines manœuvres, donc il a les prérogatives en tant que président de la République, oui, il peut donner une amnistie générale. Donc il peut dire, bon, écoutez, il use de ses prérogatives du président de la République. Ça, il l'a dit. Mais au moment où l'affaire est en cours, on est en train d'investiguer sur les faits qu'on reproche à quiconque, politicien ou pas. Vous voyez, politicien ou pas, l'affaire est en cours. Bon, qu'on laisse, on n'attribue pas ça au chef de l'État. Il ne faut pas que le chef de l'État ait aussi... C'est le garant de la nation, le magistrat suprême, c'est lui le numéro 1. Pourquoi quand il y a quelque chose de bien, on doit lui attribuer, et quand c'est mal, on ne doit pas lui attribuer? On lui a bien attribué Mama Yemo. Ce n'est pas lui le médecin directeur général de Mama Yemo. On lui attribue bien... Sur la question de la justice, même lui-même reconnaît, il a reconnu qu'il y a affaire. Tout comme il avait dit aussi que les prisons vont se remplir. Il a dit qu'il y a beaucoup à faire. Parce que moi-même qui vous parle, je suis victime de ces choses. Donc je suis un dossier judiciaire en cours jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, comment ça se passe? On vous dit quoi? Je détiens les certificats d'enregistrement. On vous dit quoi à ce sujet? Mais c'est lui qui occupe la maison. N'en a pas. Mais il occupe politiquement la maison. Ça, il y a des choses qu'il faut revoir. Donc vous-même aussi, vous dites que ça ne va pas. Mais quand il s'agit des hommes politiques, un homme politique qui a un dossier judiciaire, vous demandez au président, vous dites que c'est le président de la République, alors que le dossier est encore au niveau des investigations, la justice fait son travail. Le président a dit, je ne peux pas directement m'interférer. Je ne fais pas de l'interférence là-bas. J'observe. S'il s'avère qu'il y a quelque chose de politique ou de semblable, j'interviens, j'use de mes prérogatives présidentielles. Ça, il l'a dit. J'ai suivi son interview devant la presse internationale. Je pense que vous avez aussi suivi ça. Oui, oui. Mais pour vous, ça va, c'est correct? Bien, ce qu'il a dit. Qu'on puisse arrêter quelqu'un pour tel motif, arriver en prison, on ne trouve plus ce motif-là, puis il y en a un autre, ainsi de suite, ça ne vous dérange pas quand même? Bien, au cours des investigations, quand la justice mène les investigations, on peut découvrir complètement. Non, on peut découvrir d'autres faits. En droit, c'est pas contre le droit. C'est pas contre le droit.
on peut trouver quelques effets secondaires. Mais que ça tombe quand même sur des gens qui sont en train de concourir contre lui l'année des élections, ça sonne quand même bizarre. Bon, vous savez, il ne faut pas qu'il y ait un dossier qui a commencé bien avant qu'on se déclare soit candidat ceci, candidat cela. Mais maintenant, pour se couvrir, on se déclare candidat pour commencer à faire le chantage. Non. Bon, je ne suis pas totalement, moi je suis Christopher, moi je suis clair, je ne suis pas totalement avec certaines choses qui se passent au niveau de la justice. C'est très honnête de le reconnaître. Certaines manœuvres, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Qui ne viennent pas parfois directement du président de la République, mais de certaines personnes qui usent des trafics d'influence pour malmener les autres par haine. Ça, nous dénonçons. Et même le président lui-même l'a dit. Et nous voulons que ces choses-là changent. Vous voyez? Mais qu'on ne dise pas que, voilà, tout ce qui se passe au niveau de la justice, c'est le régime. Parce que le chef du régime lui-même dénonce certains faits. Mais nous voudrions que, tout en dénonçant, qu'il y ait changement. Que les actes suivent, que ça ne reste pas au niveau des que dénonciations. Ben, vraiment, bon, j'ai été content que certains magistrats soient liquidés, soient sanctionnés. Oui. Qu'on aille. Liquider, c'est dire. Hein, liquider, c'est trop dur. Sanctionner. Bon, maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait au moins une justice. État de droit. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit en République. Bon, il ne faut pas dire ça. La démarche est en cours. On est en train d'avancer vers l'effectivité de l'état de droit. On va revenir alors sur le dossier élection, parce que là, on est en train d'aller lentement, mais sûrement vers la fin. J'aimerais parler un peu des adversaires de Félix Tshisekedi. J'ai eu l'impression, je ne sais pas si je suis le seul à avoir eu cette impression-là, que Félix Tshisekedi répondait un tout petit peu à quelqu'un qui sera probablement son adversaire d'ici quelques jours. Je parle bien du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Il a reçu un chèque des personnes qui se sont cotisées parce que ces Congolais-là veulent que Denis Mukwege puisse les représenter au niveau de la présidentielle. Et il a eu des mots très durs à l'endroit du président de la République, disant que lors des dernières élections, ce qui s'était passé, ce n'était pas la vérité. Et après, on a entendu le président de la République, depuis New York justement, répondre en quelque sorte à cette problématique-là pour dire qu'il avait les résultats, qu'il a bel et bien été élu et qu'il n'y a pas eu de compromis de quelque manière que ce soit. Vous avez un peu été des deux côtés, c'est-à-dire à un moment vous étiez avec le FCC, maintenant vous êtes dans l'Union Sacrée, dans le FCC qui a rejoint l'Union Sacrée. Quand vous avez suivi ces propos-là, et vous réagissez comment? Moi, je pense que ce débat-là est déjà dépassé. Dépassé. C'est un débat dépassé. Bon, ce que le docteur Mukwege a dit aujourd'hui. Bon, nous sommes en train d'aller vers les... Il est candidat. Qu'il puisse se préparer, glisser de la ceinture. Est-ce qu'il vous fait peur, vous, Union Sacrée? Vous serez dans l'équipe de campagne de Félix Tshisekedi, non? Vous ne voyez pas que la population a déjà démontré la finalité des élections. La population n'a pas encore voté. Hein. En tout cas, jusqu'au jour J. Bon, il y a la tendance. Vous ne voyez pas. Les tendances trompent parfois. Les tendances trompent parfois. C'est clair. Le peuple a déjà montré de quel côté il est. Donc, au regard. Aucun candidat ne vous fait peur. Pas Matata Pognon. Aucun. Bon, avec les. Moïse Gatumbi. Les PDL 145 territoires. Vous n'avez pas vu même au Maniema. Vous n'avez pas vu. Les PDL a impacté même là-bas. Donc, donc, je peux vous dire, bon, en attendant que l'effectivité des choses, mais le match est déjà fait. Le match est déjà fait. Les gagnants, bien sûr, je reviendrai ici. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de problème. Devant n'importe quel autre candidat, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Le peuple a déjà montré de quel côté il est. Vous allez battre campagne. Vous allez battre campagne pour lui où? Vous, si vous êtes dans l'équipe, vous allez prendre quel axe? Vous n'allez pas faire tout le pays? Bien, pourquoi pas?
Vous allez faire tout le pays. Je peux faire Alors tout je le prends pays. juste un exemple parce que vous avez été d'un grand restaurant dans le centre du pays, dans le Kasaï par exemple. Quand vous irez au Kasaï oriental chez vous, chez nous tous d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez dire à la population pour réélire Félix Tshisekedi? Genre regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Si vous le donnez à un autre mandat, il va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bon, je commence par C'est parler... pas une pré-campagne, hein, je préviens parce que c'est ça qui est derrière vous. Juste quelques exemples, un petit exercice. Je commence On nous par suit depuis là. parler de PDL 145 territoires. Oui. La population du Kasaï est en train de vivre ça. Il y a les routes qui sont en train d'être asphaltées. Il y a la route nationale qui approche Kananga, qui arrivera certainement à Mbujimaï. De Mbujimaï vers Mweneditu, les travaux sont en cours, parce que cette route-là elle est d'intérêt capital pour la ville de Mbujimaï et l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Donc, il y a les écoles, les écoles qui sont construites, les hôpitaux tels que l'hôpital de la Mouya, tout ça. Donc, ça n'existait pas. Ça existait avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc la population a vu ce qu'il a fait, la volonté. Il a certes, il n'a pas tout fait. Ça c'est sûr, nous devons reconnaître qu'il n'a pas tout Parce fait. que nous, on voit quand même les vidéos comme dans les réseaux sociaux que les gens meurent de soif, de faim, de maladies. Je reçois souvent quelqu'un ici qui me dit qu'à Dibaya, il n'y a même pas d'école, il n'y a rien du tout. On n'a rien fait pour eux pendant 5 ans. Est-ce que... Bon, ça, c'est... Je ne crois pas. Parce que le PDL 145 territoires, dans tous les territoires, les actes ont été posés. Donc, il n'a certes pas tout fait, mais il a montré les signaux forts de son action. La volonté de changer les choses, de construire le pays. Là, on n'en doute pas. Bon, certes, il y a des attentes telles que la MIBA, oui, telles que l'emploi, mais ça vient. Donc l'action vient palier par palier. C'est pour cela que, parce que là aussi, il y a certains acteurs qui empêchent son action. Il peut bien avoir la volonté. Mais vous voyez par exemple le ministre des Finances qui apporte des thèses qui empêchent des décaissements de fonds pour la relance de la MIBA. Vous voyez, ça c'est aussi ce que nous dénonçons. Donc, mais au moins globalement, il y a les actions sur lesquelles nous pouvons nous baser pour sa réélection. Mais on dirait que dans l'Union sacrée, vous n'êtes pas unis. Hein? Comment? On dirait qu'il y a des esprits qui s'entrent dedans de temps en temps, des conflits, des débats. Est-ce que ça ne va pas un peu porter préjudice à la démarche de la campagne? Bien, vous savez que l'Union sacrée est composée de plusieurs partis, de plusieurs regroupements. Et chaque regroupement se bat pour avoir les élus. Hein? Donc, ces combats-là ne manquent pas. Même quand on était au FCC, il y avait toujours ces guerres. Ça a desservi à votre candidat, justement. Hein? J'espère que ça ne va pas faire la même chose en ce qui concerne, avec Tshisekedi. En ce qui concerne le candidat président de la République, là, il n'y a pas de discussion. Tout membre de l'Union sacrée, il y a l'unanimité, le président de la République. Mais au niveau des législatives nationales, provinciales, etc., c'est un combat. Chacun cherche à avoir des élus, à gagner les élections pour avoir des députés, ainsi de suite. Oui, ça ne manque pas. Donc à tous les niveaux, même dans tous les pays au monde, les grands pays au monde, ça arrive. Merci beaucoup, Alphonse Ngoï Kassanji, député national, soutien de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée. Vous militez pour qu'il ait son deuxième mandat d'ici décembre, le 20 décembre. Vous avez aligné combien de candidats, vous d'ailleurs, au niveau provincial, législatif, votre regroupement? Notre regroupement, nous avons 99%, hein, vous savez, c'est les AFDCA. Ah, ok. Les premiers de la classe.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle qu'on a décrypté de long en large le discours du président de la République à la 78e tribune des Nations Unies, mais on a également parlé de l'actualité de l'heure, notamment le processus électoral et comment vous préparez les arguments que vous avez pour tenir bon. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci également à merci, vous, Christopher. Oui. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. Dans moins de 10 minutes, ce sera la grande édition du journal de Madame Amina Bayombo. Entre-temps, restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.